bah oui, il faut respecter les gestes barrières, non? Non, je vais pas faire la vidéo comme ça quand même si ça fait un petit moment que je t'ai pas revenue sur YouTube. Mais ouais, j'ai personnalisé un petit masque comme ça, je me dis ça aurait été sympa. Mais bon, j'ai hésité quand même à parler pendant toute la vidéo avec, mais je pense que vous allez mal m'entendre. Et en fait, c'est parce que aussi j'ai pas fait du tout de vidéo pendant tout l'été parce que je travaillais, j'avais pas trop le temps. Mais également parce que il y a un petit ami qui est venu s'incruster pendant tout l'été. Donc j'ai eu un bouton un petit peu infecté, donc là il commence à partir. Mais je me suis dit je vais pas attendre aussi longtemps pour filmer des vidéos. J'avais envie de filmer des vidéos, j'avais plein d'idées. Je me suis dit je vais pas filmer juste à cause d'un bouton. Donc je me suis fait ce petit masque, je me suis dit pour faire des photos sympa. Bon, par contre je pourrais pas du coup le prêter pour les shootings, ça sera un masque usage unique. Et je me suis dit que ce serait pas mal de mettre en début de vidéo. Et en plus ça va direct avec ma chemise, un peu comme ça là. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc pour revenir sur YouTube, je me suis dit que j'allais faire, donc je vais continuer de faire des vidéos un petit peu histoire de mode, etc. Je sais même plus si j'en avais publié. En fait je voulais publier une vidéo, mais mon logiciel de montage avait planté, j'ai un problème avec un bug d'ordinateur. Et en fait je n'ai pas publié la vidéo que je voulais mettre, donc je vais faire des vidéos un petit peu histoire de créateurs, de histoire, de mode, etc. Et aujourd'hui je me suis dit, comme dans le titre, on va commencer avec l'histoire du célèbre magazine Vogue. Car on le connaît mais on connaît pas vraiment l'histoire, comment ça a débuté. Donc j'ai fait mes petites recherches et on va commencer aujourd'hui par l'histoire de Vogue, donc comment a été fondé le magazine. Donc si vous connaissez pas le magazine de Vogue, mais ça j'en doute, c'est un des plus prestigieux magazines de mode dans le monde. Donc le Vogue américain est l'un des principaux, donc ça a commencé aux États-Unis. C'est un magazine qui a une diffusion mensuelle de plus d'1 million d'exemplaires, donc ce qui est assez énorme. Donc comment a débuté l'histoire du magazine? Donc le premier numéro est publié en 1892 aux États-Unis. Donc à la base c'est une revue hebdomadaire créée par Arthur Baldwin Turner qui voulait que ça reste un magazine assez mondain, mais qui laisse la place aux nouvelles et à la poésie. Donc c'est un contenu très mondain pour la haute société, donc surtout new-yorkaise, donc c'était basé à New York. Et la rédactrice en chef à l'époque était Joséphine Redding. Mais c'est surtout à partir de 1909 que le magazine prend une toute autre tournure, donc à la mort de Arthur Baldwin, car le magazine est racheté par un jeune éditeur donc, qui s'appelle Condé Nast. Donc c'était assez marrant quand je faisais les recherches, car en fait le groupe Condé Nast aujourd'hui qui détient donc le magazine Vanity Fair, Vogue et plein d'autres, c'est grâce c'est l'éditeur en chef en fait de l'époque qui s'appelait Condé Nast et qui disait même que pour le magazine, donc Vogue est le conseiller technique et le consultant spécialisé de la femme à la mode. Donc c'était vraiment une revue à voir, à lire, là où il y avait vraiment toutes les nouveautés, toutes les tendances. Donc si vous étiez dans la haute société et que vous lisez pas Vogue, vous étiez un petit peu exclu. Surtout, il faut pas oublier qu'au moment du rachat, Vogue a un petit journal mourant, donc vraiment vide, et qui n'a pas eu beaucoup de parutions et qui se vendait pas vraiment beaucoup. Donc c'était vraiment le moment de l'essor, le rachat par Condé Nast. Donc le tout premier changement que Condé Nast a fait, c'est une parution toutes les 2 semaines au lieu de une fois par semaine. C'est assez plus récurrent, mais au moins ils peuvent travailler plus sur le contenu du journal, parce qu'à la base c'était plutôt un journal, c'est devenu le magazine beaucoup plus tard. Donc à partir de ce rachat, Vogue est composé de différentes illustrations, de divers potins, de conseils, astuces, et également beaucoup de références à l'art, donc qui était très prisé des personnes de la haute société de l'époque, mais également évidemment de la haute couture, qui n'est pas Vogue sans haute couture et sans la mode. Au fur et à mesure du temps, les pages se multiplient et Nast veut se baser principalement donc sur l'aspect du magazine, la couverture qui est vraiment la première page qu'on voit quand on veut acheter un magazine. Il veut également se concentrer sur la mode et également développer les publicités dans le magazine. Par la suite, donc, il voyage en Europe et en 1910, il souhaite donc élargir le magazine à travers l'autre côté de l'Atlantique. Il va d'abord en Angleterre puis en Espagne, mais malheureusement c'est un gros flop avec la revue espagnole. Donc le magazine se développe au fur et à mesure, donc surtout pour l'art et également pour l'art déco qui était très prisé dans les années 20-30. Et donc qui plaît beaucoup aux personnes qui se réfèrent à ce magazine là pour faire leur décoration d'intérieur.
Ensuite arrive la Première Guerre mondiale et il crée l'édition britannique qui fut un grand succès, qui se développe vachement donc, dans tout l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et puis la parution en France également était une très grande réussite à l'époque. Dans les années à venir, de nombreuses revues commencent à ressembler quand même un petit peu à Vogue, donc ils essaient de s'en inspirer. Mais Nast veut toujours promouvoir tout ce qui est nouveau, donc un petit peu avant-gardiste, qui veut vraiment être le magazine numéro 1 en termes d'art, et il cherche toujours à être dans le top des ventes. Car pour lui le magazine c'est plus qu'un magazine, un journal, c'est carrément l'indispensable chic à avoir chez soi, donc en termes de déco, puisque le magazine peut également servir de décoration, mais également l'indispensable chic à lire absolument. Cependant malheureusement il y a un autre concurrent qui arrive à partir de 1913, c'est le Harper Bazaar, et donc qui fait vraiment une très très grande concurrence à Vogue, même toujours aujourd'hui, même s'ils sont quand même tous les deux vraiment pratiquement au même niveau on va dire. Le contenu se rapproche vachement, c'est très élitiste, donc comme à l'époque. Donc c'est William Arnold Hearst, si je le prononce bien, non, Randolph, pardon, qui achète donc le Harper Bazaar en 1913, donc qui devient l'un des plus féroces concurrents du magazine de Vogue. Puis 2 ans plus tard, le magazine fête donc ses 30 ans, donc maintenant le magazine de Vogue est vraiment une entreprise qui est établie à travers le monde, donc avec une très grande équipe, et c'est vraiment un magazine à succès et très très influent dans différents pays. On peut voir donc pas seulement aux États-Unis mais également en Europe, donc ça c'est vraiment un atout charnière pour l'époque. Désormais le magazine a quelques pages avec de la couleur et également les illustrations sont omniprésentes, mais c'est avec Man Ray et Steichen que les différentes photographies vont commencer à apparaître dans le magazine. Et notamment en 1929, Nast nomme, je vous cite le nom, Mehmed Fehmi Aga comme directeur artistique, et celui-ci va vraiment développer et faire un essor photographique à travers au sein du magazine de Vogue. Et il va également engager de nouveaux photographes, encourageant notamment Horst. Par contre, par la suite de la Seconde Guerre mondiale, il va être remplacé par Alexander Liberman, qui va complètement encore changer tout le contenu du magazine, mais vraiment pour une très très bonne influence. Donc par la suite, une présence d'illustrations diminue au fur et à mesure du temps, et la première photographie, donc la toute première même couverture, arrive en 1932, donc une photographie en couleur. Donc c'est à partir de ces années-là que commence la photographie de mode, donc vraiment la photographie de mode qui commence à naître. Et à la fin des années 30, on a presque plus d'illustrations dans les magazines, principalement que des photographies. Puis lors de la crise de 29, donc le magazine ne se vend plus du tout, mais les nombres d'abonnements augmentent car le magazine donne un petit côté d'espoir aux personnes qui le lisent, et qui permet de rêver un petit peu pendant les moments difficiles. Puis après la victoire des Alliés, le leadership américain se perd un petit peu de vue et on commence à réaliser les photographies de mode un petit peu dans le monde entier, donc comme Los Angeles ou même à l'autre bout du monde, en Australie. Et en 1937, l'arrivée d'une nouvelle rédactrice en chef, Grace Mirabella, mais pour pas faire non plus une vidéo trop longue, je vais passer directement à Anna Wintour, parce que bon, des rédactrices en chef, il y en a eu pas mal à Vogue quand même, et puis vous listez les noms, je trouve pas que ça a grand intérêt. Je vais faire une petite parenthèse, je ferai une vidéo dédiée au parcours d'Anna Wintour, donc comment elle est arrivée à Vogue, mais pour faire court, Grace avait de nombreux différends avec de nombreuses personnalités de la mode, elle critiquait beaucoup de personnes, et du coup elle n'était pas vraiment très aimée, et surtout elle s'entendait pas du tout avec le directeur artistique Alexander Liberman, et elle s'est fait virer de son poste après 36 ans de carrière au sein du magazine de Vogue. Et puis après il y a Anna Wintour qui est arrivée, qui a complètement changé un petit peu le style, qui a tourné le magazine plus vers le côté mode, alors que Mirabella, elle, c'était plutôt vers le lifestyle, tout ce qui est sport, nutrition. Donc pas du tout la même image, alors donner une image en plus jeune, plus moderne, plus neuve du magazine de Vogue. Même que pour sa première couverture, Anna Wintour a fait poser une mannequin israélienne, Michaela Berkou, mais vêtue d'une veste Christian Lacroix et d'Anne Guess, laissant apparaître son ventre. Donc vous allez dire pourquoi. Alors pour la petite histoire, en fait c'était assez nouveau pour l'époque. En général on faisait des photos assez très élégantes, donc vraiment habillée d'une tenue assez sophistiquée, et c'était plutôt shooté en intérieur, alors que là complètement différent par rapport à ce que faisait Vogue avant pour les couvertures. Anna Wintour, ils ont fait donc le shooting dans une rue new-yorkaise, je crois à Manhattan.
Et donc ça a complètement changé, ça faisait un petit peu un style plus cool, plus décontracté. Normalement il y avait bien une jupe assortie au haut qu'elle portait, mais en fait la mannequin avait passé des vacances, elle avait pris un peu de poids. Bon, ça n'a pas changé grand chose à la séance photo, mais Hana Murito voulait montrer plus que les vêtements on pouvait les adapter à la vie réelle et faire quelque chose de plus cool, moins encadré, ce qui était vraiment très novateur pour l'époque, même que les imprimeurs, lorsqu'ils ont vu la couverture, ils ont dit qu'il s'agit d'une erreur, alors que pas du tout, c'était le choix définitif de la rédactrice en chef, et donc ça fait évidemment un gros boom dans le monde de la mode. Donc cette photographie là a fait une grande montée des photographies de rue qui étaient avant beaucoup plus plus travaillées, et qui étaient donc les photographies de rue étaient assez marginales, et donc ça a vraiment développé ce processus de faire des photos dans la rue assez décontracté, hop on claque, on fait la photo, puis hop on envoie au retoucheur. Et ils avaient même refait, Vogue avait refait la même couverture en 2014 avec Gigi Hadid vêtue d'une veste dans le même style. Je sais pas si c'est un clin d'œil fait exprès, mais on peut se poser la question car aujourd'hui, depuis toujours même, depuis cette époque là, c'est toujours Hana Murito la rédactrice en chef, on se poserait la question, j'ai lu un article, si elle a vraiment pris en compte les antécédents familiaux de Gigi Hadid, parce que son père est d'origine arabe, donc qui est un baron de l'immobilier. Il s'appelle je crois Mohamed Hadid, je cherche le nom. Donc Gigi est issue de parents palestiniens et Michaela Bercu était israélienne. Vous savez, il y a le conflit israélo-palestinien. Est-ce que ça faisait lié par rapport à l'époque, par rapport aux actualités, ou ils avaient simplement voulu refaire la couverture? Ça on ne sait pas. Donc c'était assez une problématique un petit peu intéressante. Pour avancer dans le temps un petit peu, donc depuis qu'Hana Murito a intégré la rédaction, les ventes donc du coup ont multiplié, même triplé. Le tirage est désormais passé à 1,3 million d'exemplaires qui ont fait le Vogue, le magazine le plus répandu, le plus populaire dans le monde, et le plus grand pourvoyeur de publicité, avec comme recette 300 milliards de dollars de recettes publicitaires, donc ce qui est assez énorme. Par la suite, Hana Murito est devenue en 2013 la rédactrice en chef de toutes les éditions de Condé Nast, donc c'est vraiment elle qui gère pas seulement Vogue mais également les autres magazines dont Vanity Fair. Donc aujourd'hui on peut dire qu'Hana Murito est une des femmes les plus influentes du monde de la mode. On peut dire désormais que Vogue est vraiment la bible pour les acheteurs de luxe, donc quand par exemple on peut comparer un magazine Barneys. Même que pour les mannequins, c'est une approbation d'en faire la couverture dans leur carrière. Faire la couverture de Vogue, c'est vraiment une étape charnière. Même si maintenant, depuis qu'Hana Murito est rédactrice en chef, ils se sont plus tournés vers les célébrités, qui étaient, on veut dire, un peu plus proches du peuple. Enfin, je sais pas, mais quand ils photographiaient une star, ils mettaient une star en couverture, ils avaient de plus en plus de ventes par rapport si c'était une mannequin qui était en couverture. Donc on peut même voir les magazines aujourd'hui comme Cosmopolitan ou d'autres magazines, ils ont beaucoup de célébrités en couverture. Si vous connaissez pas le September Issue, donc le numéro de septembre qui est du même nom que le documentaire, si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder. Donc ça explique un petit peu tout le processus du magazine de septembre, car c'est le plus gros exemplaire qui sort donc au mois de septembre, en début fin d'année, à la rentrée, et donc c'est le plus gros numéro qui a le plus de pages et qui est je crois le plus vendu. J'ai vu sur internet lors d'un article qu'en 2007 ils ont fait une étude que sur 840 pages, devinez combien il y avait de pubs. Je vous laisse réfléchir un instant. Il y en avait, écoutez bien, 727 pages de publicité sur 840 pages au total, donc pratiquement l'intégralité, pratiquement tout le magazine est bourré de pubs, donc c'est sûr c'est ce qui fait gagner vivre le magazine en fonction des revenus, mais bon, c'est plutôt plus devenu une œuvre d'art, un livre collector, plutôt que un monde de lecture, parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de textes à lire dans le Vogue. Mais ce n'est pas tout, car en 2012, pour les 120 ans du magazine, ils ont eu encore un nouveau record, je vous cite, pour proposer 916 pages, dont 658 publicités, donc ce qui est aussi énorme en termes de revues, et le poids total était de 2,4 kg, donc assez épais quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Donc Vogue reste toujours un magazine très élitiste, donc on paye 5 € même si c'était juste pour lire
quelques articles, enfin un peu plus 5 € pour regarder de la publicité sur 200 pages. Mais je trouve intéressant de voir un petit peu l'envers du décor, comment le magazine était né. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos culture mode, photo et backstage. Bye!